Je n'aurais jamais imaginé qu'un simple dîner en famille puisse se transformer en un véritable cauchemar. Ce soir-là, le 15 juin, restera à jamais gravé dans ma mémoire comme le début d'une période tumultueuse de ma vie. Tout avait pourtant bien commencé. Mon mari, François, et moi étions arrivés chez ses parents, Monique et Pierre, pour notre traditionnel repas du dimanche. L'air était doux, et le parfum des roses du jardin de Monique embaumait l'atmosphère. Sa fille cadette, Sophie, était également présente, son visage habituellement joyeux semblant étrangement tendu. Monique nous accueillit avec son habituel sourire crispé. « Ah, vous voilà enfin, dit-elle, son ton trahissant une légère irritation. J'espère que vous aimez le bœuf bourguignon, Amélie. J'y ai passé toute l'après-midi. » Je hochai la tête poliment, sachant pertinemment que quoi que je dise, ce ne serait jamais assez bien pour ma belle-mère. Depuis mon mariage avec François il y a 3 ans, Monique n'avait jamais caché sa désapprobation à mon égard. Selon elle, j'étais trop indépendante, pas assez traditionnelle, et surtout, pas à la hauteur de son précieux fils. Le repas commença dans une ambiance tendue. Pierre, comme à son habitude, tentait de détendre l'atmosphère avec ses blagues maladroites, tandis que François et Sophie échangeaient des regards inquiets. Je me concentrai sur mon assiette, essayant d'ignorer le regard scrutateur de Monique. C'est au moment du dessert que tout bascula. Monique posa brusquement sa fourchette, le tintement du métal contre la porcelaine faisant sursauter tout le monde. « J'ai une annonce à faire, déclara-t-elle, son regard froid fixé sur moi. Mon cœur se serra. Que pouvait-elle bien avoir à dire qui nécessite une telle mise en scène ? Comme vous le savez tous, commença-t-elle, notre chère Sophie traverse une période difficile. Elle fit une pause, jetant un regard compatissant à sa fille cadette. C'est pourquoi Pierre et moi lui versons 1 300 € par mois pour l'aider. Je clignai des yeux, surprise. C'était la première fois que j'entendais parler de cet arrangement. François semblait tout aussi déconcerté que moi. Mais Monique n'avait pas fini. Se tournant vers moi, son regard se durcit. À partir de maintenant, Amélie, c'est toi qui vas payer cette somme. Tous les mois. Le silence qui suivit cette déclaration fut assourdissant. Je restai figée, incapable de comprendre ce que je venais d'entendre. François, à côté de moi, semblait avoir cessé de respirer. « Pardon », réussis-je finalement à articuler, certaine d'avoir mal entendu. Monique eut un sourire froid. « Tu m'as bien entendu, ma chère. 1 300 € tous les mois. C'est ta punition pour être une si mauvaise belle-fille. » Je sentis le sang quitter mon visage. « Une punition ? Mais, pourquoi ? Et de quel droit ? De quel droit ? Répéta Monique, sa voix montant d'un cran. Du droit d'une mère qui voit son fils gâcher sa vie avec une femme qui ne le mérite pas. Tu crois que je n'ai pas remarqué comment tu le négliges ? Comment tu mets ta carrière avant votre famille ? François intervint enfin, sa voix tremblante. Maman, qu'est-ce que tu racontes ? Amélie ne me néglige pas, et... Tais-toi, François, coupa sèchement Monique. Tu es aveuglé par tes sentiments. Mais moi, je vois clair. Et il est temps qu'Amélie apprenne sa place dans cette famille. Je regardai autour de la table, cherchant du soutien. Pierre fixait son assiette, visiblement mal à l'aise. Sophie semblait au bord des larmes. Et François ? François restait là, bouche bée, incapable de prendre ma défense face à sa mère. C'est absurde, dis-je finalement, trouvant la force de me lever. Je n'ai pas à subir ça. François, on s'en va. Mais François ne bougea pas. Il resta assis, le regard fixé sur la nappe, comme paralysé. Monique eut un sourire triomphant. Tu vois ? Même ton mari sait que j'ai raison. Alors, Amélie, que décides-tu ? Vas-tu enfin assumer tes responsabilités envers cette famille ? Je sentis les larmes me monter aux yeux, un mélange de colère, de frustration et d'humiliation. Sans un mot de plus, je quittai la salle à manger, puis la maison, claquant la porte derrière moi. Dehors, l'air frais de la soirée me frappa au visage. Je pris une profonde inspiration, tentant de calmer les battements frénétiques de mon cœur. Comment une simple soirée en famille avait-elle pu dégénérer à ce point ? Et surtout,
Comment François avait-il pu rester silencieux face à cette attaque injustifiée? Je m'assis sur le bord du trottoir, la tête entre les mains, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait me fit lever les yeux. C'était Sophie qui sortait, l'air bouleversé. « Amélie, je suis désolée, murmura-t-elle en s'asseyant à côté de moi. Je ne savais pas que maman allait faire ça. Je ne comprends pas pourquoi elle a parlé de cet argent. Je ne reçois rien d'eux, tu sais. » Je la regardai, surprise. « Tu ne reçois pas 1300 € par mois ?» Sophie secoua la tête. « Non, pas du tout. Je ne sais pas d'où elle sort cette histoire. » Cette révélation ne fit qu'ajouter à ma confusion. Pourquoi Monique avait-elle inventé cette histoire? Quel était son véritable objectif? Alors que je réfléchissais à ces questions, François sortit enfin de la maison. Il s'approcha de nous, l'air abattu. « Amélie, je suis désolée. Je ne sais pas ce qui a pris à ma mère. On devrait rentrer à la maison et en parler calmement. » Je le regardai, une boule dans la gorge. « Et pendant qu'on sera à la maison, tu trouveras peut-être ta voix pour me défendre, dis-je amèrement. » François baissa les yeux, honteux. « Je suis désolé, répéta-t-il. J'étais tellement choquée que je n'ai pas su comment réagir. Je me levai lentement, épuisée émotionnellement. « Rentrons, dis-je simplement. Mais ne crois pas que cette conversation est terminée. » Alors que nous nous éloignions, je jetai un dernier regard à la maison de mes beaux-parents. À travers la fenêtre du salon, je pouvais voir Monique qui nous observait, son expression indéchiffrable. Une chose était sûre, cette soirée avait marqué un tournant dans notre relation, et rien ne serait plus jamais comme avant. Les jours qui suivirent ce dîner désastreux furent un véritable tourbillon d'émotions et de tensions. Je me souviens m'être réveillée le lendemain matin avec un sentiment de malaise profond, comme si tout n'avait été qu'un mauvais rêve. Malheureusement, la réalité me rattrapa rapidement. François et moi étions assis à la table du petit déjeuner, un silence pesant planant entre nous. Je fixais ma tasse de café, incapable de croiser son regard. Finalement, je pris une profonde inspiration et décidai de briser ce silence insupportable. « François, commençai-je, ma voix à peine plus forte qu'un murmure, nous devons parler de ce qui s'est passé hier soir. » Il hocha lentement la tête, l'air abattu. « Je sais, Amélie. Je suis vraiment désolée pour le comportement de ma mère. Je ne comprends pas ce qui lui a pris. » Je sentis la colère monter en moi. « Ce n'est pas seulement le comportement de ta mère qui me pose problème, François. C'est aussi le tien. Tu es resté là, sans rien dire, pendant qu'elle m'attaquait. » François baissa les yeux, honteux. J'étais tellement choquée. Je ne savais pas comment réagir. « Et maintenant, demandai-je. Maintenant que tu as eu le temps d'y réfléchir, qu'est-ce que tu en penses? » Il hésita un moment avant de répondre. « Je pense que ma mère est allée beaucoup trop loin. Cette demande est complètement absurde et injustifiée. » Je sentis un léger soulagement à ces mots, mais ce n'était pas suffisant. « Et que comptes-tu faire à ce sujet ?» François sembla mal à l'aise. « Je vais lui parler, lui dire que c'est inacceptable. » Lui parler, répétai-je, incrédule. « François, ta mère m'a humiliée devant toute la famille. Elle a inventé une histoire ridicule pour me faire passer pour une mauvaise personne. Lui parler ne suffira pas. » C'est à ce moment-là que mon téléphone sonna. C'était ma meilleure amie, Claire. « Amélie, dit-elle dès que je décrochai. Qu'est-ce qui se passe? Je viens de recevoir un message étrange de ta belle-mère. » Mon cœur se serra. Quel genre de message? Elle dit que tu refuses d'aider financièrement la famille de François, que tu es égoïste et que tu ne penses qu'à ta carrière. Amélie, de quoi parle-t-elle? Je sentis le sang quitter mon visage. Monique avait commencé sa campagne de diffamation. Claire, c'est une longue histoire. Je peux passer te voir pour t'expliquer? Après avoir raccroché, je me tournai vers François, furieuse. Ta mère est en train de me diffamer auprès de mes amis. Il faut que ça s'arrête, maintenant. François semblait perdu. Je vais l'appeler tout de suite, dit-il en sortant son téléphone. Pendant qu'il parlait à sa mère, je vérifiais mes messages et mes réseaux sociaux.
L'horreur me gagna en voyant que plusieurs de mes connaissances avaient reçu des messages similaires de Monique. Comment avait-elle obtenu leur contact? La conversation téléphonique entre François et sa mère semblait tendue. Je n'entendais que des bribes, mais il était clair que Monique ne reculait pas. « Maman, tu ne peux pas faire ça. » « Non, Amélie n'est pas. »« Écoute-moi. » François semblait de plus en plus frustré. Quand il raccrocha finalement, son visage était pâle. « Elle refuse d'arrêter, dit-il doucement. Elle dit que c'est pour notre bien, qu'elle veut te remettre à ta place, point. » Je sentis la colère et la peur monter en moi. « François, il faut faire quelque chose. On ne peut pas la laisser détruire ma réputation comme ça. » Les jours suivants furent un véritable cauchemar. Chaque fois que je vérifiais mon téléphone, je découvrais de nouveaux messages de personnes me demandant des explications. Certains amis me soutenaient, d'autres semblaient douter. Ma concentration au travail en souffrait, et je commençais à avoir peur de sortir, craignant de croiser quelqu'un qui aurait entendu les mensonges de Monique. François, de son côté, semblait de plus en plus dépassé par la situation. Il passait des heures au téléphone, essayant de raisonner sa mère, mais en vain. Nos conversations se terminaient souvent en dispute, ma frustration grandissant face à son incapacité à mettre un terme à cette situation. Un soir, environ une semaine après le fameux dîner, nous eûmes une conversation particulièrement houleuse. « François, dis-je, au bord des larmes, je n'en peux plus. Ta mère est en train de ruiner ma vie. J'ai reçu un appel de mon patron aujourd'hui, il a entendu des rumeurs et s'inquiète de mon engagement envers l'entreprise. » François passa une main fatiguée sur son visage. « Je sais, Amélie. Je suis désolée. J'essaie vraiment de la raisonner, mais elle ne veut rien entendre. Essayer ne suffit pas, explosai-je. Il faut que ça s'arrête. Si tu n'arrives pas à la contrôler, alors on doit envisager des mesures plus drastiques. » « Que veux-tu dire ?» demanda François, inquiet. Je pris une profonde inspiration avant de répondre. « Je pense qu'on devrait envisager de porter plainte pour diffamation. » François me regarda, choqué. « Porteur plainte ? Contre ma mère ? Amélie, c'est de la famille dont on parle. Et moi, François ? Je ne suis pas de la famille ? Ta mère est en train de détruire ma vie, et tu hésites encore à prendre des mesures concrètes ? Notre dispute continua tard dans la nuit, sans que nous parvenions à un accord. Je me couchai ce soir-là avec un sentiment de solitude écrasant. Comment en étions-nous arrivés là ? Les jours suivants ne firent qu'empirer les choses. La tension entre François et moi était palpable. Nous parlions à peine, chacun campant sur ses positions. Je me sentais de plus en plus isolé, même au sein de mon propre foyer. Un matin, alors que je me préparais pour aller au travail, François m'arrêta avant que je ne parte. « Amélie, dit-il doucement, je pense qu'on devrait prendre un peu de distance. Peut-être que si tu allais chez tes parents quelques jours, ça aiderait à calmer les choses. » Je le regardai, incrédule. « Tu veux que je parte ? C'est ta solution ? Me faire partir pour que ta mère gagne ? Ce n'est pas ça, protesta-t-il faiblement. C'est juste que, peut-être qu'avec un peu de recul, on arrivera à mieux gérer la situation. Je sentis les larmes me monter aux yeux. Tu sais quoi, François ? Tu as raison. Je vais partir. Mais ne compte pas sur moi pour revenir tant que cette situation n'est pas résolue. Je quittai l'appartement ce matin-là avec une valise à la main et le cœur lourd. Notre mariage, qui semblait si solide il y a encore quelques semaines, était en train de s'effondrer sous la pression exercée par Monique. Alors que je montais dans ma voiture, je ne pouvais m'empêcher de me demander comment nous allions sortir de ce cauchemar. Une chose était sûre, les choses ne pourraient plus jamais être comme avant. Les jours qui suivirent mon départ de notre appartement furent parmi les plus difficiles de ma vie. Installé dans la chambre d'amis de mes parents, je passais mes journées à osciller entre colère, tristesse et détermination. C'est dans cet état d'esprit que je décidai de prendre les choses en main et de découvrir la vérité derrière cette situation absurde. Un matin, environ une semaine après mon départ, je me réveillai avec une idée fixe, je devais comprendre pourquoi Monique avait inventé cette histoire de 1300 €. Il était temps de mener ma propre enquête. Ma première étape fut de contacter Sophie, la sœur de François.
Nous n'avions jamais été particulièrement proches, mais j'espérais qu'elle pourrait m'éclairer sur la situation. Allô, Sophie? C'est Amélie, dis-je lorsqu'elle décrocha. Amélie? Sa voix semblait surprise. Comment vas-tu? J'ai entendu dire que tu étais partie. Je pris une profonde inspiration. Sophie, j'ai besoin de ton aide. Je dois comprendre ce qui se passe avec ta mère. Cette histoire de 1300 €, c'est vraiment n'importe quoi. Il y eut un long silence à l'autre bout de la ligne. Puis, Sophie parla d'une voix hésitante. Écoute, Amélie. Je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais je peux te dire une chose, je ne reçois aucun argent de mes parents. Cette histoire est complètement inventée. Cette confirmation me donna le courage de creuser davantage. Sophie, est-ce que tu as remarqué quelque chose d'étrange chez ta mère récemment? Un comportement inhabituel, des conversations bizarres? Sophie hésita à nouveau. Eh bien, maintenant que tu en parles, j'ai surpris une conversation entre maman et papa il y a quelques semaines. Maman semblait très agitée à propos d'argent. J'ai cru comprendre qu'ils avaient des problèmes financiers, mais je n'en suis pas sûre. Cette information était comme une pièce de puzzle qui trouvait soudain sa place. Des problèmes financiers? Cela pourrait expliquer beaucoup de choses. Mais j'avais besoin de preuves. Je passais les jours suivants à fouiller, à chercher des indices. Je contactais discrètement des amis de la famille, des voisins, cherchant le moindre indice qui pourrait confirmer mes soupçons. Un après-midi, alors que je prenais un café avec Marie, une ancienne collègue de Monique, j'eus enfin une percée. Tu sais, dit Marie en baissant la voix, j'ai entendu dire que Pierre avait fait de mauvais investissements récemment. Apparemment, ils ont perdu pas mal d'argent. Mon cœur se mit à battre plus vite. Vraiment? Tu en es sûre? Marie hocha la tête. C'est ce qui se dit au bureau. Monique a même dû emprunter de l'argent à plusieurs collègues. Elle semblait vraiment désespérée. Cette révélation fut comme un électrochoc. Tout commençait à prendre sens. Monique, pressée par les dettes, avait inventé cette histoire absurde dans l'espoir de nous soutirer de l'argent. Armée de ces nouvelles informations, je décidai de confronter François. Je l'appelai et lui demandai de me rejoindre dans un café neutre. Quand il arriva, je fus frappé par son apparence fatiguée. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques semaines. François, commençai-je doucement, j'ai fait des recherches. Je pense savoir ce qui se passe avec ta mère. Il me regarda, l'air à la fois curieux et méfiant. Qu'est-ce que tu veux dire? Je lui racontai tout ce que j'avais découvert, les problèmes financiers, les emprunts, les rumeurs d'investissement ratés. Au fur et à mesure que je parlais, je vis son visage passer de la surprise à la compréhension, puis à la honte. Mon Dieu, murmura-t-il quand j'eus fini. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Ce n'est pas de ta faute, dis-je en posant ma main sur la sienne. Ta mère t'a manipulé, nous a tous manipulés. François secoua la tête, l'air abattu. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va confronter ta mère, répondis-je fermement. Mais cette fois-ci, on le fera ensemble. Le lendemain, nous nous rendîmes chez ses parents. Le trajet en voiture fut silencieux, chacun de nous perdu dans ses pensées. Quand nous arrivâmes, Monique sembla surprise de nous voir ensemble. François? Amélie? Que faites-vous ici? Demanda-t-elle, son ton oscillant entre la méfiance et la fausse joie. Maman, dit François d'une voix ferme, nous devons parler. Nous savons tout. Le visage de Monique pâlit. De quoi parles-tu? Des problèmes d'argent, intervins-je. Des investissements ratés de Pierre. De l'histoire inventée des 1300 €. Monique chancela, comme si mes mots l'avaient physiquement frappée. Elle s'effondra sur une chaise, les larmes aux yeux. Comment avez-vous su, balbutia-t-elle. François s'approcha d'elle, son visage un mélange de colère et de compassion. Maman, pourquoi ne nous as-tu rien dit? Pourquoi inventer toute cette histoire au lieu de simplement nous demander de l'aide? Monique éclata en sanglots. J'avais honte, avoua-t-elle entre deux hoquets. Nous avons toujours été ceux qui aidaient les autres. Je ne pouvais pas supporter l'idée d'admettre que nous avions besoin d'aide.
Je regardais cette femme qui m'avait fait tant de mal ces dernières semaines, et pour la première fois, je vis au-delà de la façade. Je vis une femme effrayée, désespérée, qui avait fait des choix terribles par peur et par orgueil. Monique, dis-je doucement, vous auriez dû nous en parler. Nous sommes une famille. Les familles sont là pour s'entraider. François s'agenouilla devant sa mère, prenant ses mains dans les siennes. Maman, on va trouver une solution. Mais plus de mensonges, d'accord? Plus de manipulation. Monique hocha la tête, les larmes coulant toujours sur ses joues. Je suis tellement désolée, murmura-t-elle. Amélie, je ne sais pas comment me faire pardonner pour tout le mal que je t'ai fait. Je pris une profonde inspiration. Le pardon ne viendrait pas facilement, mais c'était un début. On va prendre les choses une étape à la fois, dis-je. D'abord, on doit comprendre exactement quelle est votre situation financière. Les heures qui suivirent furent intenses. Pierre rentra du travail et fut mis au courant de la situation. Ensemble, nous passâmes en revue leurs finances, découvrant l'ampleur des dégâts causés par les investissements hasardeux de Pierre. À la fin de la journée, nous avions un plan. Ce ne serait pas facile, mais avec l'aide de toute la famille, nous pourrions les sortir de cette situation. Alors que nous nous apprêtions à partir, Monique me prit à part. Amélie, dit-elle doucement, je sais que mes excuses ne suffisent pas. Mais je veux que tu saches que je regrette profondément tout ce que j'ai fait. J'espère qu'un jour, tu pourras me pardonner. Je la regardai dans les yeux, voyant pour la première fois la vulnérabilité derrière son masque de perfection. Ça prendra du temps, Monique, répondis-je honnêtement. Mais je suis prête à essayer. Cette journée marqua un tournant dans notre histoire familiale. Le chemin vers la guérison serait long, mais au moins, nous avions fait le premier pas. Et pour la première fois depuis des semaines, je sentis une lueur d'espoir pour notre avenir. Les jours qui suivirent notre confrontation avec Monique et Pierre furent remplis de tension et d'anticipation. François et moi avions décidé d'organiser une réunion de famille pour tout mettre sur la table. C'était le moment de vérité, l'occasion de clarifier les choses une fois pour toutes. Le jour J arriva plus vite que prévu. Nous avions choisi un dimanche, espérant que l'ambiance du week-end adoucirait un peu les esprits. J'avais passé la matinée à préparer des petits fours et du café, mes mains tremblant légèrement alors que je disposais tout sur la table basse du salon. François, assis sur le canapé, semblait perdu dans ses pensées. « Tu crois que ça va bien se passer ?» me demanda-t-il, sa voix trahissant son anxiété. Je m'assis à côté de lui, prenant sa main dans la mienne. « Je l'espère, répondis-je doucement. C'est nécessaire, en tout cas. » Le son de la sonnette nous fit sursauter. C'était Sophie qui arrivait la première, l'air tout aussi nerveux que nous. « J'ai apporté du vin, dit-elle en brandissant une bouteille. J'ai pensé qu'on en aurait peut-être besoin. » Peu après, Monique et Pierre arrivèrent. L'atmosphère devint immédiatement tendue, le silence pesant alors que tout le monde prenait place dans le salon. François se leva, prenant une profonde inspiration. « Merci à tous d'être venus, commença-t-il. Je sais que ces dernières semaines ont été difficiles pour tout le monde. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Pour mettre les choses au clair, pour comprendre ce qui s'est passé et pour avancer ensemble. » Je me levai à mon tour, me tenant aux côtés de François. Nous avons découvert la vérité sur la situation financière de Monique et Pierre, dis-je, regardant directement mes beaux-parents. Nous comprenons que vous traversez une période difficile, mais la façon dont vous avez géré la situation, ce n'était pas la bonne approche. Monique baissa les yeux, la honte visible sur son visage. Pierre, quant à lui, semblait sur le point de parler, mais Sophie le devança. « Attendez, dit-elle, sa voix tremblante. De quoi parlez-vous exactement? Quel problème financier? » Un silence gêné s'installa. C'est Pierre qui finit par le briser. « J'ai fait de mauvais investissements, admit-il, sa voix à peine audible. Nous avons perdu beaucoup d'argent. Beaucoup plus que ce que nous pouvions nous permettre. » Sophie les regarda, incrédule. « Et c'est pour ça que vous avez inventé cette histoire de 1300 €? Pour essayer d'obtenir de l'argent d'Amélie et François ?» Monique éclata en sanglots. « J'étais désespérée, dit-elle entre deux hoquets. Je ne savais plus quoi faire. J'ai pensé,
j'ai pensé que si je mettais la pression sur Amélie, elle finirait par céder. Je sentis la colère monter en moi, mais je me forçai à rester calme. Monique, dis-je doucement mais fermement, ce que vous avez fait était cruel et injuste. Vous avez essayé de me faire passer pour une mauvaise personne aux yeux de toute la famille. Vous avez même contacté mes amis et mon employeur. Vous rendez-vous compte des dégâts que cela aurait pu causer? François prit le relais. Maman, papa, je comprends que vous étiez dans une situation difficile. Mais pourquoi ne pas simplement nous en avoir parlé? Nous sommes une famille. Nous aurions pu trouver une solution ensemble. Pierre secoua la tête, l'air abattu. Nous avions honte, murmura-t-il. Nous avons toujours été ceux qui aidaient les autres. L'idée d'admettre que nous avions besoin d'aide, c'était insupportable. Sophie, qui était restée silencieuse jusque-là, prit la parole. Mais vous m'avez utilisé dans votre mensonge, dit-elle, la voix tremblante de colère. Vous avez prétendu me donner de l'argent que je ne recevais pas. Comment avez-vous pu faire ça? Monique leva les yeux vers sa fille, les larmes coulant librement sur ses joues. Ma chérie, je suis tellement désolée. Nous avons perdu la tête. Nous ne savions plus ce que nous faisions. Le silence qui suivit était lourd de non-dits et d'émotions refoulées. Je regardais autour de moi, observant les visages de ma famille. La colère, la tristesse, la honte, la déception, tout était là, à vif. Finalement, je pris une profonde inspiration. Écoutez, dis-je, attirant l'attention de tous. Ce qui est fait est fait. Nous ne pouvons pas changer le passé. Mais nous pouvons décider de la façon dont nous voulons avancer à partir de maintenant. François hocha la tête, me serrant la main pour me soutenir. Amélie a raison. Maman, papa, nous voulons vous aider. Mais pour cela, nous avons besoin de toute la vérité. Pas de plus de mensonges, pas de manipulation. Juste la vérité, aussi dure soit-elle à entendre. Pierre et Monique échangèrent un regard, puis Pierre commença à parler. Il nous raconta tout en détail, les investissements risqués, les dettes accumulées, les tentatives désespérées pour cacher leur situation. Au fur et à mesure qu'il parlait, je sentais la tension dans la pièce diminuer légèrement, remplacée par une sorte de soulagement collectif. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, était enfin sur la table. Quand Pierre eut fini, Sophie prit la parole. « Je ne peux pas croire que vous ne m'ayez rien dit, dit-elle, sa voix mêlant colère et tristesse. Je suis votre fille. J'aurais pu vous aider. » Monique tendit la main vers sa fille. « Ma chérie, nous voulions te protéger. Tu as ta propre vie, tes propres problèmes. Nous ne voulions pas te faire porter nos fardeaux. C'est à moi de décider si je veux porter vos fardeaux ou non, répondit Sophie fermement. Vous n'aviez pas le droit de me priver de cette décision. Je regardais François, voyant dans ses yeux le même mélange d'émotions que je ressentais. C'était le moment de prendre une décision, de choisir comment nous allions avancer. Voilà ce que je propose, dis-je, attirant à nouveau l'attention de tous. Nous allons vous aider à sortir de cette situation. Mais cela ne se fera pas sans condition. François acquiesça. Premièrement, plus de mensonges. Plus de manipulation. Si quelque chose ne va pas, vous nous en parlez immédiatement. Deuxièmement, continuai-je, vous devez présenter des excuses publiques à toutes les personnes que vous avez contactées avec vos mensonges. Mes amis, mon employeur, tous ceux à qui vous avez raconté des histoires sur moi. Monique hocha la tête, l'air contrit. Bien sûr, murmura-t-elle. Je le ferai. Troisièmement, ajouta Sophie, vous allez consulter un conseiller financier. Et peut-être aussi un thérapeute familial. Nous avons tous besoin d'aide pour surmonter cela. Pierre et Monique échangèrent un regard, puis acquiescèrent lentement. Si vous acceptez ces conditions, conclut François, alors nous sommes prêts à vous aider. Ensemble, en tant que famille. Il y eut un moment de silence, puis Monique se leva lentement. Elle s'approcha de moi, les yeux remplis de larmes. Amélie, dit-elle doucement, je sais que je ne mérite pas ton pardon. Ce que j'ai fait est impardonnable. Mais je veux que tu saches à quel point je suis désolée. J'étais aveuglée par la peur et la honte, et je t'ai fait du mal d'une manière que je ne pourrai jamais réparer complètement.
Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour essayer de regagner ta confiance, même si cela doit prendre des années. Je la regardais, sentant mes propres yeux se remplir de larmes. La colère était toujours là, mais il y avait aussi une lueur d'espoir. Ça ne sera pas facile, Monique, répondis-je honnêtement. Mais je suis prête à essayer. Pour notre famille. Alors que nous nous asseyions tous pour commencer à élaborer un plan concret, je sentis un poids se lever de mes épaules. Le chemin vers la guérison serait long et difficile, mais au moins, nous avions fait le premier pas. Ensemble. Les semaines et les mois qui suivirent notre réunion de famille furent à la fois éprouvants et révélateurs. Comme convenu, nous avions entamé un long processus de guérison et de reconstruction, non seulement sur le plan financier, mais aussi sur le plan émotionnel et relationnel. Le premier pas fut peut-être le plus difficile pour Monique. Conformément à notre accord, elle dut présenter des excuses publiques à toutes les personnes qu'elle avait contactées avec ses mensonges. Je me souviens encore de ce jour où elle m'a demandé de l'accompagner chez mon employeur. « Êtes-vous sûr de vouloir que je sois là ?» lui avais-je demandé, encore mal à l'aise en sa présence. Monique avait hoché la tête, les yeux remplis de détermination. « Oui, Amélie. Je veux que tu sois témoin de cela. C'est le début de ma rédemption. » Nous nous étions rendus au bureau de mon patron, Monsieur Dubois. Monique, les mains tremblantes mais la voix ferme, avait tout expliqué, les mensonges, les vraies raisons derrière ses actions, et surtout, ses profonds regrets. « Je suis venue aujourd'hui pour vous dire la vérité et m'excuser sincèrement, avait-elle conclu. Amélie est une employée exemplaire et une belle fille merveilleuse. Tout ce que j'ai dit sur elle était faux, dicté par ma propre honte et mon désespoir. » Monsieur Dubois nous avait regardés toutes les deux, stupéfaits. Puis, à ma grande surprise, il s'était tourné vers moi avec un sourire. « Amélie, je dois dire que je suis impressionnée. Peu de personnes auraient eu la force de caractère pour gérer une telle situation avec autant de grâce. » Ce jour-là, en sortant du bureau, j'avais senti un changement subtil dans ma relation avec Monique. Ce n'était pas encore du pardon, mais c'était un début. Parallèlement, nous avions commencé à travailler sur la situation financière de Pierre et Monique. François et moi avions insisté pour qu'ils consultent un conseiller financier professionnel. Les premières séances avaient été difficiles, mettant en lumière l'ampleur des dégâts causés par les investissements hasardeux de Pierre. « C'est pire que ce que nous pensions », avait admis François un soir, après une longue réunion avec le conseiller. « Ils vont devoir vendre la maison. » J'avais serré sa main dans la mienne, sentant sa douleur. « Ce sera dur, mais c'est nécessaire. C'est un nouveau départ pour eux. » La décision de vendre la maison familiale avait été déchirante pour tous. C'était là que François et Sophie avaient grandi, là où tant de souvenirs avaient été créés. Mais c'était aussi un symbole de l'ancien mode de vie de Pierre et Monique, un mode de vie qu'ils ne pouvaient plus se permettre. Le jour du déménagement, toute la famille s'était réunie pour aider. Alors que nous emballions des décennies de souvenirs, l'atmosphère était lourde de nostalgie et de regrets. « Je n'arrive pas à croire que nous en sommes arrivés là », avait murmuré Monique, tenant une vieille photo de famille entre ses mains tremblantes. Sophie s'était approchée de sa mère, passant un bras autour de ses épaules. « Maman, ce n'est qu'une maison. Ce qui compte, c'est que nous soyons ensemble. » Ces mots semblaient avoir touché quelque chose en Monique. Pour la première fois depuis le début de cette épreuve, je l'avais vue sourire sincèrement. La thérapie familiale, autre condition que nous avions posée, s'était révélée être une expérience transformatrice. Chaque semaine, nous nous retrouvions dans le cabinet de la docteure Moreau, une thérapeute recommandée par notre conseiller financier. Les premières séances avaient été tendues, remplies de silences gênés et d'accusations à peine voilées. Mais peu à peu, sous la direction habile de la docteure Moreau, nous avions commencé à nous ouvrir, à exprimer nos peurs, nos frustrations et nos espoirs. La confiance, nous avait dit la docteure Moreau lors d'une séance particulièrement intense, est comme un vase précieux. Une fois brisé, il peut être réparé, mais il faut du temps, de la patience et beaucoup de soins. Ces mots étaient devenus une sorte de mantra pour notre famille. Chaque jour, nous travaillions à recoller les morceaux de ce vase brisé qu'était notre confiance mutuelle. Pour Pierre et Monique, le processus de guérison impliquait également d'apprendre à vivre différemment. Leur nouveau petit appartement était un contraste frappant avec leur ancienne maison spacieuse.
Les voir s'adapter à cette nouvelle réalité était à la fois touchant et inspirant. Tu sais, m'avait dit Pierre un jour alors que je l'aidais à installer une étagère, je pensais que perdre tout cet argent, cette maison, serait la fin du monde. Mais en réalité, c'est comme si un poids avait été levé de mes épaules. Je n'ai plus à prétendre être quelqu'un que je ne suis pas. Ces mots m'avaient fait réfléchir. N'était-ce pas là le cœur du problème? Cette pression constante pour maintenir les apparences, pour être parfait aux yeux des autres? François, de son côté, avait dû faire face à ses propres démons. Le fait d'avoir été incapable de me défendre face à sa mère le rongeait de l'intérieur. J'aurais dû être plus fort, m'avait-il dit un soir, alors que nous étions allongés dans notre lit. J'aurais dû te protéger. J'avais pris son visage entre mes mains, le forçant à me regarder dans les yeux. François, nous avons tous fait des erreurs. L'important, c'est que tu sois là maintenant. Nous traversons cela ensemble. Ces mots semblaient l'avoir apaisé, et je l'avais senti se détendre contre moi. Sophie, quant à elle, avait émergé de cette crise comme un pilier de force pour la famille. Elle avait pris l'initiative d'organiser des dîners familiaux hebdomadaires, insistant sur le fait que nous devions continuer à nous voir régulièrement en dehors des séances de thérapie. Nous ne pouvons pas laisser cette situation nous définir, avait-elle déclaré lors de notre premier dîner. Nous sommes plus forts que ça. Petit à petit, au fil des semaines et des mois, nous avions commencé à voir des changements. Les conversations devenaient plus faciles, les rires plus fréquents. Même les silences n'étaient plus aussi lourds qu'auparavant. Un jour, environ 6 mois après notre confrontation initiale, Monique m'avait prise à part après une séance de thérapie. Amélie, avait-elle dit, sa voix tremblante d'émotion, je sais que je te l'ai déjà dit, mais je veux que tu saches à quel point je suis désolée pour tout ce que j'ai fait. Je vois maintenant à quel point j'ai été injuste envers toi depuis le début. Tu es une femme extraordinaire, et je suis fière de t'avoir comme belle-fille. Ces mots, que j'avais tant espéré entendre pendant des années, m'avaient profondément touchée. J'avais serré Monique dans mes bras, sentant les dernières barrières entre nous s'effondrer. Ce jour-là, en rentrant à la maison, j'avais réalisé à quel point nous avions tous grandi à travers cette épreuve. Nous n'étions plus la même famille qu'avant, c'est vrai. Mais d'une certaine manière, nous étions devenus plus forts, plus unis. Bien sûr, tout n'était pas parfait. Il y avait encore des moments de tension, des souvenirs douloureux qui ressurgissaient parfois. Mais nous avions appris à y faire face ensemble, à communiquer ouvertement et honnêtement. En regardant François préparer le dîner ce soir-là, je ne pus m'empêcher de sourire. Nous avions traversé une tempête, mais nous en étions sortis. Et quelque part au fond de moi, je savais que quoi que l'avenir nous réserve, nous serions prêts à l'affronter. Ensemble, en tant que famille.